Alors, on continue ici avec le délirium. Le délirium, là, c'est quelque chose de super important. Ça peut arriver à beaucoup de monde. Puis c'est quelque chose qu'on a besoin d'être capable de reconnaître rapidement pour être en mesure de le soigner. Puis on va voir tantôt que on peut pas soigner le délirium. Il faut trouver la cause du délirium et soigner la cause, et là, le délirium va partir. Donc, on est en train de dire que dans les facteurs de risque, il y a la polymédication, il y a l'élimination ou la mauvaise élimination. Les infections urinaires, les pneumonies, c'est vraiment là, c'est presque la base de tous les déliriums. Si jamais vous trouvez que vous faites toutes les évaluations, on va les voir un peu plus tard, puis vous trouvez que votre patient il est en délirium en ce moment, puis vous appelez votre doc, il ou elle va vous prescrire presque tout le temps une culture d'urine, une analyse de culture d'urine, un rayon X pulmonaire et un ECG. Parce que la cause de la plupart des déliriums, c'est les infections urinaires, c'est les pneumonies, parce qu'on le dit dans le vieillissement normal, le vieillissement normal, le vieillissement anormal, le premier cours de tout, les patients gériatriques ne réagissent pas de la même façon que les jeunes patients. Donc, un patient gériatrique ne va jamais vous avoir dit ça brûle quand je vais faire pipi. Il va probablement pas tousser s'il fait une pneumonie. Il fera pas de température, mais va vous faire un délirium. Puis c'est comme ça que vous allez savoir qu'il y a une infection urinaire ou une pneumonie. Donc, c'est quelque chose de vraiment important à savoir. Les problèmes respiratoires, j'en ai parlé tantôt. Certaines blessures, donc les patients qui tombent, euh, euh, puis ils sont pas obligés d'avoir un gros trauma, la fracture de hanche, puis toute la patente. Juste une chute peut causer un délirium, un stress. Puis on va voir que le changement de résidence, puis je suis sûre qu'il y en a d'entre vous qui travaillent en centre d'hébergement, on les change de chambre, on les change d'étage, puis ils sont tout mélangés. Puis là, ils font un délirium. Juste ça, le stress de changer d'unité ou de changer de centre d'hébergement, c'est assez pour rendre quelqu'un délirieux. Je suis même pas sûre que ça se dit délirieux, mais je dis pareil. Les contentions physiques, autant que les contentions chimiques que j'ai dit ici. Les contentions physiques, le manque d'activité physique peut causer le délirium. Donc, tu sais, quand je vous disais, c'est super important de faire marcher nos patients. Quand je vous disais que c'est super important de faire marcher nos patients, l'activité physique va être un moyen de prévenir le délirium. Donc, on va en parler plus tard. Au niveau métabolique, c'est grave, là, mais peut-être. La déshydratation peut causer des déliriums. Donc, si votre patient, son urine est foncée, il ne va pas à la toilette souvent, il n'a pas bu une goutte d'eau de la journée, puis il est rendu au soir, vous trouvez qu'il commence à perdre la boule un peu, ben posez-vous pas trop de questions. Et c'est pour ça qu'en milieu hospitalier puis en centre d'hébergement, on essaye de stimuler l'hydratation de nos patients. On essaye qu'ils boivent le plus possible parce que, premièrement, avec l'âge, surtout s'ils sont déments, ils ont tendance à oublier qu'ils ont soif. Puis s'ils ont soif, ils ne sont pas capables de le dire, ils ne sont pas capables de trouver ce qu'ils ont besoin pour boire. Donc, c'est super important de bien hydrater nos patients, puis de leur offrir de l'eau souvent. C'est pas obligé d'être des grosses quantités d'eau, mais tu sais, quand on rentre dans une chambre pour aller faire les signes vitaux, on peut tu sais, c'est une bonne chose de leur offrir. Voulez-vous, je vais aller changer votre verre d'eau, on va mettre de l'eau fraîche dedans. Parce que boire de l'eau tiède, tablette, qui est sur la table de chevet depuis la veille, c'est pas tentant. Mais boire un bon verre d'eau frais, ben c'est plus tentant. Donc, essayez souvent de changer l'eau dans les verres de vos patients pour qu'ils en boivent le plus possible. Le débalancement d'électrolytes, le débalancement de diabète, de glucose, c'est des choses qui peuvent causer un délirium. Le débalancement dans les BUN, c'est les créatinines puis les urées. Ça aussi, ça peut causer les déliriums. Puis on sait que les personnes âgées ont tendance à développer une insuffisance rénale chronique avec l'âge, puis avec l'utilisation de beaucoup de médicaments qui sont néfastes pour les reins.
Donc, c'est quelque chose à surveiller. Donc, les patients qui sont insuffisants rénaux vont être plus à risque de faire des déliriums. La carence en vitamine B aussi, que la B12, qui peut être une cause d'anémie chez nos personnes âgées, peut être un facteur de risque pour les déliriums. Fait que voyez-vous que c'est large, là, ce qui peut causer les déliriums. L'hypothyroïdie, la fièvre. Tu sais, j'ai dit tantôt, c'est rare que les personnes âgées font de la fièvre, mais quand ils sont rendus que leur infection est tellement grave qu'ils font de la fièvre, c'est parce que ça fait longtemps que l'infection est installée. Donc, c'est encore là, c'est un gros facteur de risque pour le délirium. Puis, le déclin de certains organes, le foie qui métabolise beaucoup de médicaments, l'insuffisance cardiaque qui peut avoir un impact sur les gaz sanguins, sur les échanges gazeux, sur la bonne ou mauvaise respiration, l'insuffisance rénale, les AVC. On va voir que les AVC qui ont eu un impact sur les dommages au niveau du cerveau peuvent avoir un impact certain là, pour les déliriums. Alors, comment qu'on fait pour détecter un délirium? Comme job, là, notre job à nous, les infirmières, c'est d'être en mesure de détecter les déliriums le plus rapidement possible, de ne pas attendre que ça fait 24 heures, 48 heures que notre patient est désorienté, que notre patient est incontinent, il était correct avant, il refuse de s'habiller, il n'est plus capable de s'habiller, il marche presque plus parce il perd le ballon et tout. Il ne faut pas attendre que ça fasse 24, 48 heures avant de dire, mais peut-être que mon patient fait un délirium. Il faudrait peut-être que je fasse un petit test là, juste pour voir, pour objectiver, pour être en mesure d'appeler mon doc et d'être capable de dire, ben regarde, il est positif au radar, il est positif au CAM. On en a parlé de ces deux tests-là dans les outils d'évaluation. Super facile à faire, un radar. Là. Tu vas porter les pilules de ton patient le matin, tu le trouves soit apathique, soit hyperactif, puis il vient de coter positif à ton radar. Il n'est pas capable de suivre une consigne simple. Prenez les pilules, puis mettez-les dans votre bouche. Et il n'est pas capable de faire ça. Il est positif au radar. Tu sais, c'est pas compliqué, là. C'est vraiment pas compliqué. Puis ensuite de ça, ton radar est positif, tu te dis, mais là, je vais être sûr et certain que avant d'appeler mon doc, que je ne suis pas la seule à avoir vu ça. Je vais faire un CAM au complet. Là, je vais aller réviser les notes. Je vais aller demander aux préposés. Je vais aller demander aux infirmières qui ont travaillé avec la veille. Étais-tu comme ça hier? Est-ce qu'il y a vraiment un changement pour voir est-ce qu'ils cotent dans les deux premiers critères du CAM? Puis est-ce qu'ils cotent dans les deux derniers critères du CAM? Puis là, je vais être en mesure d'appeler mon doc et de dire, écoutez, monsieur un-tel, madame un-tel, test positif au radar ce matin. Il était négatif hier. J'ai lu dans les notes, je me suis renseignée auprès des autres intervenants. Puis, il y a un CAM positif aussi. Je l'ai ausculté. Il y a peut-être des crépitants au niveau de ses poumons. J'ai vérifié auprès du préposé. Son urine a une odeur nauséabonde. Son urine est foncée. Il s'est plaint hier de... Et là, on est en mesure d'objectiver qu'il se passe quelque chose auprès de notre doc, puis on peut aller faire les tests, les examens paracliniques pour pouvoir décider c'est quoi qui cause le délirium. Est-ce que c'est une infection urinaire? Est-ce que c'est parce que mon patient est déshydraté? Est-ce que c'est parce qu'il fait une pneumonie? Y a-tu fait un infarctus? Y a-tu en train de faire un AVC? Puis tout ça va pouvoir nous aider à détecter le délirium rapidement, à le soigner, à soigner la cause sous-jacente, parce qu'on ne peut pas soigner le délirium, on peut juste soigner la cause sous-jacente, puis passer à la prochaine étape. Donc, on le dit dans les tests, les outils d'évaluation, les 3 questions du radar, le patient est-tu somnolent ou hyperactif? Es-tu capable de suivre les consignes? Es-tu au ralenti ou tellement anxieux qu'il n'est pas capable de fonctionner? S'il répond oui à une de ces questions-là, on a un radar positif. Puis là, je vous ai mis un petit lien là, pour aller voir une capsule de Dr. Voyer sur le radar. Est-ce qu'il y a des traitements pour le délirium? Pour traiter le délirium, il n'y a pas de traitement. Ce qu'il faut trouver, c'est la cause sous-jacente. Fait qu'il faut faire une évaluation médicale rapidement. À partir du moment où on a trouvé la cause, il faut soigner la cause. Donc, est-ce que c'est une infection urinaire? Est-ce que c'est un infarctus?
Est-ce que c'est une pneumonie? Vous allez voir, là, votre patient qui était bien correct hier, aujourd'hui, radar positif, cam positif, il n'y a rien qui fonctionne, il peut pas, il est pas en mesure de répondre à tes questions. Il fait peut-être une infection urinaire, on fait l'analyse culture d'urine, ça revient positif, on part les antibiotiques, 24 heures plus tard, le patient est revenu, là. Le délirium est terminé. Monsieur Untel, il est redevenu normal. C'est vraiment, là, un délirium, ça peut apparaître aussi rapidement que ça va disparaître. Est-ce qu'on peut prévenir un délirium? Certainement. Puis c'est probablement la chose la plus importante à comprendre avec le délirium, c'est que plus que ce patient-là, on va répondre à ses besoins primaires, puis on va en parler dans la prochaine diapositive, et plus il va avoir de l'activité physique dans la vie de ce patient-là, moins il va être à risque de faire un délirium. Donc, les besoins primaires, on va les voir dans la prochaine diapo, là, mais c'est boire, manger, éliminer, puis se mobiliser. Si tu réponds à ces 4 affaires-là, tu es en voiture. On essaye le plus possible, plus possible, d'éviter les contentions chimiques, les contentions physiques, c'est parce que ça cause, c'est un facteur de risque de délirium. Donc, si on essaie d'éviter ça le plus possible, on va éviter les déliriums. Je sais que des fois, on n'a pas le choix, là. À partir du moment où le patient est dangereux pour lui-même ou pour les autres, on n'a pas le choix, là. Puis peut-être qu'il va en faire un délirium, mais on n'avait pas le choix parce qu'il était dangereux. Mais il faut quand même s'assurer que notre patient est vraiment dangereux avant de décider d'utiliser des contentions. On évite sa gâchette de la contention physique, du fauteuil gériatrique, de la ceinture abdominale, un petit activant derrière la cravate parce qu'il est agité puis il nous demande plus. On va lui donner un petit activant, ça va le calmer. Bien, ce petit activant-là va peut-être causer un délirium plus tard, puis va peut-être causer que notre travail va être encore plus grand. Donc, on se tire dans le pied un peu quand on utilise des contentions trop rapidement. Puis je dis pas qu'il ne faut pas en utiliser de contention, mais il faut savoir que une contention, c'est en dernier recours et c'est que pour un patient qui est dangereux pour lui ou pour les autres. That's it. Un patient tannant, il n'a pas besoin d'être contentionné. Un patient qui fait de l'errance, il n'est pas dangereux, là. Alors, je vous ai dit tantôt qu'il faut répondre aux besoins primaires de ton patient, le mobiliser, donc on essaie d'éviter les contentions chimiques, on essaye d'éviter, la douleur, c'est vrai, j'en avais pas parlé jusqu'à date, hein. Un patient qui est souffrant peut développer un délirium. Donc, on essaye de soigner la douleur le plus possible sans utiliser de narcotiques si on est capable. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui prennent du Tylenol 4 fois par jour. On essaye de contrôler la douleur le plus possible sans utiliser de la médication qui pourrait avoir un facteur de risque pour développer le délirium. On va essayer que ces patients-là dorment bien, donc on va avoir une bonne hygiène de sommeil. On va essayer d'avoir une bonne routine le soir, de ne pas trop les faire dormir le jour, de faire de l'activité physique. Plus qu'on fait de l'activité physique dans le jour, plus qu'on va être fatigué le soir. On essaye de répondre aux besoins primaires, l'hydratation, la nutrition. Là, j'ai marqué ici 2 tranches de vie. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous les raconter les deux dans cette diapositive-là, mais il y en a une que c'est un patient qu'on avait en stage, une de mes étudiantes qui était semi-voyante, puis elle avait été admise pour perte d'autonomie. Patiente qui n'est pas capable de s'alimenter, pas capable de se mobiliser, pas capable de s'habiller. C'est sûr qu'elle était semi-voyante, mais elle était désorientée, elle faisait rien par elle-même. Et mon étudiante est venue me voir, puis elle m'a dit, écoute, elle a un gros abdomen. Elle était super incontinente, cette patiente-là. Elle portait une culotte, là. Puis c'était pas juste humide, là, c'était mouillé, là. Fait que, elle vient me voir, puis elle me dit, écoute, elle a un gros abdomen, j'aimerais ça y faire un bladder scan. Ben, j'ai dit, ben, vas-y fort, ma belle. Elle fait son bladder scan, il y avait il y avait 999 sur le bladder scan. Donc, ça veut dire que cette patiente-là avait plus qu'1 litre d'urine dans sa vessie. Faire une histoire courte, on y a installé une sonde, on a vidé presque 2000 cc de sa vessie, et dans l'après-midi, cette dame-là était assise au fauteuil, elle s'était assise là tout seule, elle mangeait tout seule, elle parlait avec son voisin comme si elle le connaissait depuis toujours, elle était totalement orientée. Alors, tous ces problèmes de perte d'autonomie avaient été causés par une rétention urinaire que personne n'avait réalisé qu'elle avait.
Donc, j'arrête mon vidéo pour on continue un peu plus tard.